On va commencer maintenant avec la deuxième partie, donc ça va être la conversation entre les participantes et puis avec le public aussi. Donc avant de reprendre le fil à la suite des partages de chacune et chacun, sur le mode de la conversation, nous aimerions prendre le temps d'évoquer brièvement ce que converser peut vouloir dire dans ce contexte. Comme nous l'avons posé en introduction, la conversation a été le mode de préparation de cette rencontre, mais aussi la forme que nous avons souhaité y donner. Fabriquer ici ensemble aujourd'hui une conversation agropoétique. De façon assez simple, on peut comprendre conversation agropoétique comme l'échange même entre approches paysagères, agricoles et poétiques des terres. Que ces approches se disputent la place au sein de la pratique d'une même personne, ou qu'il s'agisse d'échanges entre ceux qui écrivent et celles qui cultivent, celles qui ont grandi sur une ferme et ceux qui travaillent à en lire les paysages alentours. Mais la conversation ne nous intéresse pas seulement comme manière de faire, mais aussi comme sujet à part entière. Quelle conversation agropoétique se balance du haut des pratiques, des poésies et des paysages dont il a été question tout à l'heure. Là, il s'agit non seulement de conversation comme échange de propos, mais aussi au sens esquissé par Marielle Massé dans son livre « Une pluie d'oiseaux ». Elle y écrit qu'une conversation suppose un être avec, un devenir avec même, qui ouvre un partage dans le temps sur fond de liberté, de mobilité et de devenir, en précisant par la suite que conversari, étymologiquement, ce n'était pas seulement échanger des propos, c'était aussi vivre avec. Vivre avec. Revenir souvent auprès de quelqu'un, côtoyer, fréquenter et se fréquenter. Je la cite là. Verser dans, se mêler, fraterniser entre vivants peut-être. Elle conclut que converser ne pose pas forcément la question de l'entente, ni même du code commun. Ce n'est pas avoir à se comprendre, ni même à partager une langue, mais à partager un milieu, cohabiter, conspirer et s'entretenir. Comme s'entretenir, mais aussi s'entretenir. Poursuivant son récit lexical, elle explique que ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que le sens de conversation s'est réduit à un échange de propos, précisant que Littré voit dans cette amputation du sens une lésion faite au mot et un dommage imposé à la langue. Marielle Massé ajoute qu'il s'agit d'un dommage imposé à la langue en ne l'intéressant qu'à elle-même, alors qu'elle est du monde, dans le monde. Il nous semble qu'au cœur des recherches des personnes réunies ici se trouve aussi ce sens ancien du mot conversation, celui de vivre avec un milieu, un lieu. Alexis Pernet évoque le besoin de réfléchir en présence des lieux du Marais poitevin quand il s'agit d'imaginer et de négocier leur transformation. Franck Viel parle des liens à chercher et faire vivre entre humains et arbres dans l'accompagnement partiel d'un lieu dans la durée. Juliette Rousseau évoque, en plus d'une façon de réinventer l'enracinement, l'importance de prêter attention aux rencontres entre corps et territoire. Aurélie Olivier fait coïncider dans la langue corps et corps de ferme. Daniel Morvan écrit quant à lui, je le cite, « La ferme veut dire se taire. La ferme dit terre-toi, mais terre écrit T-E-R-R-E. Mais elle ne se tait jamais dans ma tête. C'est comme une religion qui ne s'arrête jamais. La ferme me parle encore. » C'est dans son livre « Quitter la terre », à la page 70. L'idée ici est de croiser les perspectives esquissées tout à l'heure, donc ici, maintenant. Libre à vous de reprendre le fil de ce qui s'est dit et partagé pour dire ce que les lectures, présentations, témoignages, photos, films vous ont évoqué comme image, comme réflexion, comme question. Mais peut-être pourrions-nous commencer par la place de cette dimension de l'habité dans vos recherches, le lien entre vécu et paysage, mémoire et milieu,
ces conversations liées au vivre avec. Je ne sais pas si l'une ou l'un de vous veut se lancer à quelque chose à dire à ce propos ou à un autre. Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Daniel, en fait. Donc, bah oui. Bah en fait, l'un comme l'autre. Du coup, je parle en ton nom. Hein. Oui. Ouais. Avec plaisir. On peut pas remettre les pieds à la ferme. Oui. Cela dit, en tout cas pour ma part, j'ai quand même, en tout cas le premier livre que j'ai écrit, j'ai été obligée de, enfin en tout cas il y avait que, enfin c'était ce sujet qui me venait. Et il y a un attachement corporel, physique qui demeure dans la mesure où, par exemple, la semaine dernière, j'ai été dans une... je vais donner en octobre, j'étais en Isère, dans le nord de l'Isère. Donc je logeais dans un village qui s'appelle Chatte et qui est près de Saint-Marcellin. Et c'est une zone du Vercors qui est considérée comme rurale. Et j'ai entre autres été dans une maison familiale et rurale où je vais ensuite donner des ateliers d'écriture au mois d'octobre. Et c'est sûr que en fait l'attachement demeure. Enfin, je crois qu'il y a peu de sujets. Enfin, même si en vrai dans ma vie, du coup, je suis très éloignée. J'habite à Aubervilliers. Je suis la plus citadine des citadines par certains aspects. Et là, après 5 semaines à Châtes-Saint-Marcellin, je me suis bien rendu compte que tout retour à la campagne était inenvisageable. Mais et en tout cas, c'est sûr que c'est des endroits où tout de suite mon corps il se radicalise en fait. Enfin, il y a un truc où je vois ce qui se joue et du coup, je sais pas, c'est sûr que et même, c'est peut-être je fais plein d'interventions de toutes sortes, plus ou moins intéressantes d'ailleurs. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que à cet endroit-là, en tout cas, il y a un enjeu particulier quand j'arrive dans un lieu d'enseignement qui est financé par le ministère de l'Agriculture, quoi. Voilà. Et là, l'enjeu pour moi, très concrètement, c'était que, en fait, sur 45 élèves que je vais rencontrer, il y a 8 filles. Et le sexisme est vraiment très très fort. Il y a une négation il est nié par les enseignantes que j'ai rencontrées. Et du coup, mon enjeu là-bas, c'était de réussir à faire un groupe non mixte avec les adolescentes. Et tant pis, on fait 4 groupes au lieu de 2, mais voilà. Donc c'était ça. Et ça, en fait, se battre comme ça, je sens bien que ça me mobilise beaucoup plus que n'importe quel endroit, un peu malgré moi. Oui, je rebondis évidemment sur ce que vient de dire Aurélie, puisque ça découle d'une conversation qu'on a eue tout à l'heure sur notre difficulté commune, donc de revenir sur les lieux où tout ça s'est passé. Parce qu'en fait, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai l'impression de ne pas avoir vu, de pas avoir bien décrypté ce qui était en train de se passer, quoi. C'est-à-dire la disparition pure et simple en fait de la paysannerie et la non-transmission totale en fait de la ferme aux 4 enfants que nous étions. On pensait toujours qu'il y en aurait un sur les 4, il y en aurait un. Donc mes parents comptaient là-dessus parce qu'en fait tout l'équilibre d'une ferme repose à la fois sur l'aide que les enfants apportent aux parents et à travers laquelle peut se dessiner la transmission de la ferme. Finalement, c'est celui des enfants qui est le plus doué, etc., qui a plus de goût pour mais en même temps, ça passe aussi par... c'est des choses qui sont non dites. C'est-à-dire que celui qui reprendra la terre, on ne sait jamais qui c'est, en fait. C'est assez bizarre. Et donc, on compte un peu sur celui qui va partir. Moi, j'étais l'aîné, supposé faire des études longues, etc.
Bon, ça avait été décidé dès le départ, donc voilà, il faut accepter. Donc ce serait l'un des 3 autres enfants. Et finalement, il n'y en a eu aucun. Donc pourquoi il n'y en a eu aucun? Est-ce que c'est quelqu'un qui a choisi? Est-ce que c'est ma sœur, l'un de mes 2 frères? Qui a finalement... qu'est-ce qui a fait que personne n'ait dit « Ok, moi j'y vais ». Et donc, ce qui fait que, une fois... Bon, le film qu'on a vu tout à l'heure, l'arrière-plan familial, c'est que en fait, mes parents étaient en pleine crise existentielle, hein, réellement, quoi. Ma mère est décédée peu de temps après, quelques années après. Mon père était au bord de la dépression. Enfin, donc, c'est pas pour rien que je suis retourné comme ça avec une caméra dans la ferme de mes parents. C'était une manière aussi de leur dire on est là, quoi. Et donc après tout ça, donc je reviens sur le sujet de notre conversation tout à l'heure. Pour moi, il était strictement impossible de revenir à la ferme, même de l'approcher. Alors on passait toujours de loin sur la route départementale. On expliquait nos enfants. Mes enfants ont grandi. On disait c'est là-bas, Carvouriou. Et après, même la ferme elle-même a changé de nom. On ne disait plus Carvouriou, on disait Carboriou. Alors donc, elle a perdu une consonne. Bon. Mais vous voyez, et par la suite, on a continué à suivre. En fait, la ferme a été rachetée. Et on a suivi pas à pas, finalement, l'itinéraire de la ferme. Voilà, qui est devenu un énorme élevage de poulets. Là, on en est à 180 000 poulets, je crois. Bon, alors que nous, on était en train de gratter la terre là, avec nos choux-fleurs et nos artichauts. Ma mère qui poussait pour l'élevage. Enfin, c'était vraiment des problématiques de l'époque. Bon, aujourd'hui, voilà où on en est, quoi. Voilà. Bon, voilà. Voilà mon témoignage. Moi, je suis très émue parce qu'il se trouve que le lieu qui est le mien, avec lequel j'ai grandi, qui est un ancien corps de ferme, va être mis à la vente cette année et que je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment j'allais vivre sans cet endroit. Voilà. Que je n'ai pas les moyens, moi, de racheter ni d'entretenir. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Daniel, parce que sur cette expression « gratter la terre » qui est quand même un peu... voilà. Parce que ma tante, il y a peut-être une semaine, a employé cette expression en me disant les larmes aux yeux, tu ne peux pas laisser ton père vendre cette maison parce que s'il arrête de gratter la terre, il va mourir. Et elle a pris pour exemple mon arrière-grand-père, Pépère, en disant, tu sais, quand on a sorti Pépère de sa ferme, il est mort dans les 2 mois qui ont suivi. Alors pour moi, c'est une vraie question, cette question de la continuité, du rapport à la terre, de l'attachement et qu'est-ce que ça fabrique dans la vie. Et je voudrais vous raconter une petite histoire sur ce fameux Pépère, une histoire que j'aime vraiment beaucoup, qui est que donc... Une histoire drôle. Oui, c'est une histoire drôle. Je te promets, c'est une histoire drôle. J'en fais pas beaucoup, mais ça m'arrive. Et donc Pépère voilà, a grandi dans un petit village près de Loudéac qui s'appelait La Motte, donc, où il a été paysan toute sa vie. Et il était pratiquement analphabète, il avait une toute petite ferme qu'il a refusé de quitter, hein, donc jusqu'à la fin de sa vie, et il a fallu l'en retirer de force. Et quand mon oncle a passé son permis et qu'il a eu sa première voiture, c'était une 2 chevaux, il est venu à la ferme voir Pépère. Donc, Pépère n'avait jamais eu de voiture, il n'avait même pas de vélo, hein, il se déplaçait à pied. Et il a proposé à Pépère d'aller faire un tour en voiture. Donc ils sont allés faire un tour en voiture et en passant dans le bourg de La Motte, mon arrière-grand-père dit « Regarde-moi les tous ces ploucs là !»
Et moi, j'adore cette histoire parce que je trouve qu'elle traduit complètement l'ambivalence de ce rapport à soi et à son lieu, qui est à la fois un rapport de tendresse profonde et en même temps de honte profonde aussi, ou de mépris pour soi. J'ai toujours pas les mots, en fait. J'ai vraiment essayé d'écrire là-dessus avec Pecknold et finalement, je suis pas sûre d'avoir réussi à trouver les mots. Et je crois que... alors moi, je suis convaincue que quand ce lieu où j'ai grandi sera vendu, je ne pourrai pas y retourner non plus. Pardon. Et récemment, je discutais de ça avec 2 amis d'enfance à qui je disais quand même, c'est fou d'être touché à ce point-là par ce truc-là, alors que quand même, c'est vraiment une problématique de riche, quoi. On parle d'une propriété qui va être vendue. Et une de mes copines d'enfance, donc elles sont toutes les 2 parties et ne veulent pas revenir. Et une de mes copines d'enfance m'a dit, qui est elle-même une fille de paysan qui a fait des études d'agronomie et qui a rencontré une autre classe sociale à l'école d'ingénieurs, m'a dit, tu sais, je crois pas que tu devrais dire ça parce que je crois que le propre de la bourgeoisie, c'est de justement n'avoir pas à perdre les lieux qu'elle aime. Et elle m'a dit, moi, je vois mes copains dans les familles bourgeoises, ils ont tous une maison de grands-parents, d'arrière-grands-parents, où ils se retrouvent, où ils font les fêtes de famille. Et la question de perdre ce lieu-là ne se pose pas, en fait, pour eux. Et moi, je vous parlais un petit peu tout à l'heure dans mon texte de la question de la propriété de la terre, qui pour moi est une vraie problématique qui semble tellement plus profonde que d'autres qui nous explosent un petit peu au visage aujourd'hui, qu'elle est difficile peut-être à aborder. Mais pour moi, il y a cette question en tension qui est que la propriété, c'est évidemment la possibilité de conserver des continuités. Et on a tous et toutes besoin de continuité. On a tous et toutes besoin, et la relation au lieu, et notamment la relation à tout ce qui compose le non-humain dans ce lieu. On parlait des arbres tout à l'heure, des vieux arbres. C'est aussi ce qui permet de fabriquer de la continuité. Et du coup, pour moi, une des grandes questions, c'est... et je crois que pour le coup, c'est pas quelque chose de... Comment dire, je pense on sait qu'il y a eu des formes de propriété, et notamment, on peut penser aux terres vaines et vagues, un nom que je trouve absolument magnifique, aux communs qui ont constitué en fait des continuités. Tout ce qui relevait d'une propriété collective ou d'une propriété seigneuriale, mais à usage collectif, qui étaient en fait des façons de se transmettre des terres dont on prenait soin, et donc de ce fait de se transmettre des continuités. Et moi, ça, c'est une vraie question pour moi aujourd'hui. C'est comment on arrive à mettre en acte le fait que la propriété est en fait à l'antipode presque du soin. Que le geste de posséder est strictement opposé à celui de prendre soin, dans la mesure où prendre soin, c'est forcément un geste collectif, et que posséder, c'est forcément un geste exclusif. Alors, je fais un peu des généralités, là. Hein, mais voilà, ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, me questionnent beaucoup. Pour le coup, ça m'intéresse beaucoup, mais je crois que je ne suis pas d'accord. Parce que les choses, elles sont toujours, enfin, me semble-t-il, plus en demi-teinte que ça. Et il y a des formes de propriété qui existaient juste en bas de chez moi, dans une prairie faite de propriétés privées gérées collectivement. Et je trouvais, ça m'a toujours épaté, parce que j'avais jamais entendu parler de ce type de fonctionnement à l'échelle d'un village. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une grande prairie commune où les gens mettaient en fonction du terrain qu'ils avaient le nombre de bêtes correspondant à ce que pouvait, on va dire, nourrir telle surface. Et justement, il y avait tout un tas de travaux collectifs. Donc là, finalement, que de petits propriétaires privés qui devaient forcément interagir, donc ce qui créait aussi une cohésion sociale. Si, par exemple, au moment des foins, on devait passer par parce que tout était borné simplement par des pierres dans ces espaces-là, on devait passer par chez le voisin, on devait lui demander l'autorisation de passer, et on faisait le travail exactement comme on l'aurait fait pour son propre terrain. Et si c'était quelqu'un avec qui on n'avait pas particulièrement d'affinité, ben, on était quand même obligé de cohabiter. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et par rapport à une forme de cohésion, ça s'appelle les prés, P-R-E-E. Et en fait, peut-être, je sais pas, j'ai l'impression... j'ai vraiment aimé, pour le coup, le fait d'aborder cette question-là, parce que je crois que c'est vraiment une question un peu centrale, mais ce que j'aime moins là-dedans, c'est le côté un peu manichéen, en disant, voilà, si c'est
Non, mais sérieusement. Enfin, ou en tout cas, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je pense que ça dépend tellement et des gens et du contexte, et que ce qui compte, c'est de pouvoir avoir des prétextes pour avoir besoin les uns des autres. Et ça, ce besoin des uns des autres, là-bas, il semblait très bien avoir fonctionné jusqu'en 1963, où ils ont remembré aussi cette prairie-là. Donc pour le coup, le fait de le remembrer, ça veut dire qu'effectivement, là maintenant, chacun est chez soi. Et alors, il ne se passe plus rien. Avant, il y avait une fête des prairies, tous les ans au mois de septembre. On amenait les bêtes au regain. Il y avait un grand banquet dans la prairie. Et pour le coup, ça pouvait avoir du sens. Alors, je ne dis pas du tout que la propriété, je suis très, très, très loin, s'en faut. Mais en tout cas, cette forme-là, et peut-être il en existe des tas d'autres, et sûrement il en existe des tas d'autres chez nous et de par le monde. Non, je pense que ce que tu soulignes dans ce que tu dis, c'est plutôt les communs et ce qui relève d'une interdépendance et qui doit être géré collectivement que la propriété privée. Et moi, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que il existe sans doute tout un tas de modalités, mais ce qui vient donner une certaine relation au territoire, c'est la nécessité de faire ensemble. Et que ce que fait le remembrement, c'est justement qu'il vient achever un processus qui commence déjà avant. Achever, c'est pas tout à fait vrai, parce que chez moi, c'est pas vraiment pas fini. Cet aménagement du territoire continue encore beaucoup. Mais en tout cas, ce que fait le remembrement, c'est qu'il vient finalement déresponsabiliser les individus de leur charge collective et commune à prendre soin du territoire qui est le leur, qu'ils habitent. Je pense à deux choses. Je pense à là, il faut parler ici. C'est juste pour l'enregistrement, voilà. ça ne va pas aider les gens à entendre. Je pense à la commune de Saint-Michel-en-Lerme, qui est située dans les marais de Vendée, qui, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, achète encore des terrains pour les mettre à la disposition de la communauté jusque dans les années 1970. Donc cette chose-là n'est pas du tout forcément l'espèce d'héritage lointain qu'on peut imaginer. Créer du foncier public ou en commun, d'ailleurs c'est le sens du terme de ZAD, je le dis, on l'a oublié, mais une ZAD, c'est d'abord, dans le langage administratif, une zone d'aménagement différé. Voilà. Et c'est un arrêté municipal qui dit sur telle et telle partie de la commune peut préempter pour acheter des terrains avant toute mise en circulation du foncier dans les échanges de notaires, des échanges privés. Donc ça, c'est du domaine des communes et c'est possible encore. Et je pense beaucoup... alors, c'est sur la question de la continuité là, et du temps long sur la Terre. Et je me disais... Alors, je sais pas, mon cerveau disait, c'est quoi les contrepoints dans l'espace rural ? Et je pense à l'étude, alors là, cette fois-ci, qu'a fait le docteur Merle, qui était un fils de... Il était médecin en Gâtine, Poitevine, là, dans les hauteurs des Deux-Sèvres. Et il était fils de notaire, il hérite de toute la charge de la documentation des archives notariales à Secondigny, donc en Gâtine-Poitevine. Et il se lance dans une monumentale étude historique des baux qui attachaient les métayers à l'espace. Et en fait, en faisant ça, il reconstruit l'histoire de l'amorce du bocage tel qu'on le connaît dans les Deux-Sèvres. Et qui, en fait, vraiment représente un phénomène d'enclosure et de privatisation complet de l'espace, avec vraiment une disparition de toutes les terres communes, les usages partagés, des choses comme ça. Ce qui donne naissance à un très beau bocage aujourd'hui, qui est protégé, qui va devenir un parc naturel régional pour lequel tout le monde se bat, et je comprends pourquoi, parce qu'il y a des valeurs extraordinaires. Mais quand on lit le texte du docteur Merle, en fait, on assiste à l'émergence d'un prolétariat rural que les systèmes de baux permettent de mettre à la porte d'une métairie tous les 9 ans. C'est-à-dire que tous les 9 ans, une famille
peut dégager d'un terrain qu'elle a contribué à mettre en valeur et pour lequel elle a quasiment versé la moitié de son produit en nature au propriétaire. Donc en fait, l'étude, alors il faut vraiment le réimprimer, ce livre. Il est cité par Braudel dans plein d'endroits. Et c'est une étude assez magnifique qu'il faut absolument réactiver. Je pense aussi au livre de Léo Magnien, magnifique sur la haie. Et je sais que même Léo ne s'imagine pas à quel point ça a été un mécanisme violent, cette fabrication de bocage sur à peu près 3 siècles, quoi, en fait. Et là, le docteur Merle parle de remembrement territorial au XVIIe siècle. Hein, il pose le mot, il écrit le livre dans les années 60, hein, donc il n'est pas trop encore... je ne sais pas quel écho fait le remembrement qui se déroule à ce moment-là sur lui, mais en tout cas, il parle d'un remembrement territorial. Donc il n'y a pas la continuité, Enfin, je ne sais pas, après je pensais aux maçons creusois, cette immigration de l'intérieur aussi, ces systèmes d'habitat où finalement, 6 mois... voilà, je pensais un peu en sens contraire de cette notion de continuité. Je ne sais pas si c'est une règle générale dans l'espace rural. Je ne pense pas, hein, mais ça existe aussi. Il faut que je dise un truc. Ou si vous avez des questions à vous poser entre vous-même, on a des questions aussi. Mais peut-être quand même. Moi, je l'ai dit au début, ça m'a beaucoup travaillé d'essayer de savoir ce que j'avais à dire ou ce que je pouvais dire, parce que je me sens un peu aveuglée par la souffrance d'arrachement et d'appartenance. Et par exemple, moi dans la vie, et surtout en étant prof ici, en fait, la seule question qui m'intéresse au bout de quelques temps quand je rencontre quelqu'un, c'est que faisaient tes parents ? Et j'entre dans une rage folle que je cache la plupart du temps, puisque la plupart du temps, disons, le parcours qui a été le mien est sans aucun écho possible. Donc je garde bien au chaud justement tout ça qui... mais donc je vais simplement... raconter des formes obliques de léger retricotage. Donc ils étaient 3 frères, mon père et ses deux frères. Et la grande question, c'était qui allait reprendre la ferme. Et en effet, mon père est l'aîné. Et en fait, pendant très longtemps, je n'ai pas compris quel geste de rébellion avait été le sien. Puisqu'il n'a pas repris, il est devenu boulanger. Et donc, parce que moi, je me racontais l'histoire autrement, puisque voilà, il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, et je ne voyais pas la différence, en fait. Je ne voyais pas la différence sociale qu'il y avait, et la différence, c'était l'espèce de projectile que... Enfin, pardon, hein, je raconte des choses très, très personnelles, mais enfin, bon, c'est pas comme si vous aviez... Et moi, je suis devenue une espèce de projectile comme ça, scolaire, à l'extrême. Et donc, je voyais pas trop la différence. Pendant longtemps, j'ai pas compris qu'il s'était lui-même vraiment... qu'il était allé ailleurs, qu'il était allé tout à fait ailleurs. Et en fait, celui qui a repris, au sens où il est resté, il a fait construire sa maison à côté de celle de ses parents, c'est le 3e, c'est mon parrain. Et donc c'est lui qui a veillé sur ses parents, c'est lui qui a peu à peu repris les terres que son père n'arrivait plus à travailler, son père qui en effet le jour où il n'a plus travaillé est mort. Et donc est venu le moment où les 2 parents étant décédés, il a fallu se poser la question de la vente de la ferme. Et la ferme a été vendue non pas à des exploitants, mais à une pharmacienne qui travaille à Nantes, une citadine, donc, pour laquelle c'est un lieu de... Voilà, c'est un lieu de répit, un peu. Et une dame qui est passionnée de permaculture. Et voilà donc que mon oncle, que mon parrain, qui avait usé
au maximum des pesticides, enfin que je voyais, je raconte ça dans un petit livre, que je voyais épandre dans un costume de cosmonaute, enfin, puis on nous disait rentrez dans la maison, surtout les filles, enfin, et puis on avait un potager à nous, et on mangeait les choses de notre potager et pas de... et voilà donc qu'à 72 ans, mon parrain s'est mis à apprendre auprès de cette dame la permaculture. Et ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur de penser qu'il s'était fait enseigner. Alors c'est merveilleux, mais en même temps, c'est exactement ce que j'ai essayé, ce autour de quoi j'ai essayé de tourner, parce que j'ai tourné autour d'une sorte d'impossibilité brûlante, enfin. Mais voilà, c'est merveilleux, et en même temps, ça déchire le cœur qu'un agriculteur se voit enseigner ses gestes à cet âge-là, et courbé sous le poids d'une espèce de honte de « ah ben oui, mais on ne savait pas », enfin, parce qu'il fait... il fait partie de ces gens, et il y en a quand même pas mal, qui sur le tard, je crois que je l'ai dit à la fin du texte, là, qui sur le tard ont tout à fait déclaré qu'ils avaient tué leur terre que pourtant ils aimaient, et qui donc sur le tard se fait enseigner ses propres gestes, les gestes d'il y a fort longtemps, avant qu'il aille au lycée agricole. Enfin, donc il y avait là une espèce de marécage de fils rompus, renoués, mais pas du bon côté, mais qui ne répare rien à une vie entière de labeur humilié. Et donc, voilà, autour de quoi je tourne. Mais j'ajoute, je redis ce que j'ai dit au début, moi j'ai le sentiment d'être aveuglée par cette histoire-là. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que ce soit les gens comme nous qui soient les meilleurs... observateurs de ces milieux, parce qu'en fait on est rongé, et ça s'est vu, on n'y arrive pas en fait. Moi j'arrive pas à accepter ce retour du mot paysan, j'arrive pas à accepter de faire peur à ma famille, j'arrive pas à accepter tout ça, quoi. Et donc je pense que je suis pas une bonne analyste de ce grand bordel, en fait, intime, social. Voilà. Mais justement, je trouve que c'est intéressant, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais qui se dégage de ce qu'on disait. C'est comme une double impossibilité, ou quasi-impossibilité, de penser la déchirure, ou de quitter une terre, et aussi l'impossibilité l'impossibilité de retour dont vous parliez, mais aussi la difficulté de penser aussi la continuité, même à grande échelle historique un peu, ou en tout cas la complexité de ça. Et j'ai l'impression que ce soit sur un plan intime, ou que ce soit aussi sur un plan historique, que ce soit la continuité ou que ce soit la rupture, que c'est sûr qu'il y a une réelle difficulté et de comprendre et de faire avec, très concrètement, dans les projets, dans les façons de vivre. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas en tout cas, mais quand vous parlez aussi qu'il y a comme une souffrance qui rend aveugle, ou en tout cas qui rend cette analyse difficile, j'ai l'impression qu'elle ralentit aussi. Et j'ai beaucoup entendu aussi comme une précaution dans vos différentes propositions, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous relie, une certaine précaution, même avec un espoir de trouver des formes, mais je ne sais pas si ça vous parle, mais de... Alors moi j'adore, parce que Bronwyn parle un français admirable, et le seul moment où elle retrouve son accent américain, c'est pour dire « parler ». C'est vrai. C'est vrai. La précaution, c'est un peu la deuxième, comment dire, c'est la seconde nature du genre de métier dont on parle. Il y a quand même quelque chose il y a quelque chose de gestuel qui nous est, c'est comment il dit, Daniel, j'avais noté ça dans ton livre, mais j'ai imprimé en jaune, donc c'est pas une réussite.
Je vais pas y arriver. Ouais. Tu dis, voilà, le retour de façon d'être qui remonte le cours du sang, de gestes qui reviennent dans les terminaisons nerveuses. Et je me disais, mais ça fait mal, des gestes qui reviennent dans les terminaisons nerveuses. Donc ils reviennent, et là on peut se dire, ben, il y a quelque chose qui m'a été légué, ou le scepticisme de ton père, son propre refus du productivisme, mais ça fait mal, des gestes qui reviennent dans... Et puis c'est dur d'écrire, avec ces doigts-là. C'est un peu l'écriture, c'est l'arme des faibles. Donc la faiblesse ça se passe dans les nerfs un peu. Ouais. On n'a pas du tout parlé de ça, mais du coup j'ai envie d'en parler un petit peu, mais la question de la place de l'écriture, parce que moi quand je t'ai lu Daniel, moi quand j'ai commencé à écrire Pecknold, vraiment j'avais une espèce de culpabilité et de honte qui était, mais c'était difficile quoi d'écrire au-delà de ça. Et quand je t'ai lu Daniel, alors je vais pas retrouver les mots exacts, mais il y a ce moment où tu racontes en fait quoi, tu fais parler ton père qui te reproche de n'avoir pas écrit au moment où les paysans disparaissaient. Alors du coup je me suis dit c'est marrant, Daniel il a un rapport coupable mais dans un autre sens, c'est-à-dire moi je suis coupable d'écrire et toi tu es coupable de n'avoir pas écrit. Et alors bon, je vais sans rentrer plus dans le détail, mais moi ça m'a beaucoup questionné du coup. J'ai toujours une culpabilité vis-à-vis de l'écriture. J'ai l'impression que j'ai commencé à écrire avec une envie d'écrire utile. Donc typiquement, j'ai pas commencé à écrire de la poésie ou de la littérature parce que c'était vraiment pas dans ma représentation du monde des écritures utiles. Et il m'a fallu du temps pour y arriver. Et y arriver, ça a presque été vraiment enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai commencé à écrire ce que j'avais vraiment besoin d'écrire, comme en arrêtant de respirer et en mettant des œillères pour surtout pas penser à ce que les gens allaient dire de moi ou ce que moi-même j'allais penser de tout ce temps que j'étais en train de perdre à écrire, quoi. Et donc quand j'écris Pecknold, il y a tout un tas de trucs sur les gestes en fait, sur les gestes de la subsistance. Il y a j'avais envie de développer une réflexion là-dessus. Donc moi je viens pas d'une famille d'agriculteurs, je viens d'une famille d'infirmiers à domicile. Et j'ai compris avec le temps à quel point, quand je dis famille, c'est mes parents, mes oncles, mes tantes, c'est la dynastie des infirmiers à domicile, quoi. Enfin, juste sur une génération, mais... Et du coup, c'est des gens qui, pendant toute leur carrière, en fait, ont travaillé sur les mêmes communes, qui sont sur ce même territoire et qui, du coup, connaissent quasiment toutes les familles, en fait, de la commune, qui ont été là dans tous les moments difficiles, qui ont eu accès à l'intimité. J'ai beaucoup avec du recul, j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse, en fait, pour ce qu'ils ont fait. Et donc, j'avais très envie, comme ça, d'écrire les gestes, voilà, tous les gestes qui prennent soin, les gestes qui nourrissent, les gestes qui réparent, tous les gestes qui, pour moi, composent en fait une certaine survivance de l'économie de la subsistance, pour le dire très vite. Et donc, moi, j'étais en culpabilité parce que l'écriture, ça fait pas partie des gestes. Dans cette représentation-là des choses, l'écriture, c'est pas un geste nourricier, c'est pas un geste qui soigne, c'est un geste profondément inutile, quoi. Je le dis, je ne pense plus ça aujourd'hui, hein, mais je vous dis ce que je portais. Et bon, donc j'écris Pecknold, et donc au début, quand je tournais, j'avais toujours besoin de raconter que pour moi, c'était important, en plus de mon activité d'écriture, de maintenir dans ma vie ce type de geste. Donc voilà, d'avoir les mains un peu dans la merde, quoi. D'avoir littéralement eu des parents qui ont eu les mains dans la merde toute leur vie, parce que c'est ça quand même. J'avais besoin de me rappeler, ce truc-là. Enfin, j'avais besoin de me sauver un peu moi-même, quoi. Et un jour, je fais une présentation dans la ville vraiment la plus proche de chez moi, avec une grosse tension pour moi d'aller présenter Pecknold à cet endroit-là. Et une copine éleveuse vient et elle me dit... donc moi, je fais mon laïus qui commence à devenir habituel à ce moment-là. Je raconte que j'écris, mais que j'ai aussi un potager, que je fais des choses, voilà, pour avoir des gestes utiles, pour me rappeler moi-même au vrai sens profond des choses, etc. Enfin, voilà. Et la semaine d'après, ma copine m'invite à déjeuner et donc je lui dis, est-ce que tu veux me dire ce que tu as pensé, quoi, de la présentation? Et alors bon, elle me passe un peu de la pommade et puis après elle me dit, tu sais, on s'en fout que tu fasses du jardin en fait.
parce que moi, je suis paysanne, je crois. Donc c'est une paysanne, fille de paysan. Elle fait partie de ces filles qui ont repris la ferme. C'est une autre histoire dont on aurait pu parler parce que c'est une sacrée histoire aussi. Et elle me dit, et je pense que je fais bien mon métier. Et je pense que si toi, tu tenais une ferme, ça serait vraiment la cata. Mais si moi, j'écrivais un livre, ce serait aussi vraiment la cata. Et elle m'a dit, moi, j'ai besoin de lire des gens qui écrivent et j'ai besoin de te lire. Et toi, tu as besoin, comme d'autres, de manger ce que moi, je produis. Et elle m'a dit, et quand tu dis que tu fais du potager, que tu fais des trucs manuels, bah, quelque part, tu viens un peu diminuer ce que je fais. Et elle m'a dit, assume, c'est ça que tu fais, t'écris et t'as tout à fait ta place. Et ça m'a fait beaucoup, alors ça m'a soulagée, franchement. J'avais besoin qu'on me le dise en fait. Et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur cette question de l'écriture, parce que évidemment l'écriture, c'est pas anodin. L'écriture, dans ce qui reste des cultures paysannes, c'est un instrument de la domination en fait. On peut le dire, il suffit de voir... Encore une fois, qui écrit depuis où, comment, c'est quand même très difficile de s'approprier l'écriture sans passer par la ville. Les autoristes qui ont écrit sans passer par la ville sont beaucoup moins... on connaît beaucoup moins leurs travaux. Vraiment, par curiosité, on peut aller voir les rayons littérature du supermarché chez moi, par exemple. C'est hallucinant de voir les textes qui sont proposés et à quel point ils sont... en eux-mêmes une espèce de gifle quoi, pour les gens à qui on les propose. Je vous dis ça, pour la petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombée sur le livre c'est l'histoire d'une Parisienne qui venait s'acheter une maison secondaire en Bretagne et bon, ça se passait mal pour elle parce que les gens l'accueillaient pas bien, quoi. Et ça, c'est vendu dans un petit supermarché d'une petite commune bretonne. Donc bon, voilà. Et en fait... il se trouve que les cultures paysannes donc, étaient des cultures orales et que ces cultures orales étaient des cultures, c'est-à-dire étaient des cultures avec des propositions culturelles, avec une création culturelle, avec des chants, avec des contes, avec tout ça, qui ne passait pas par l'écrit. Et que j'ai l'impression aussi que peut-être on est à cet endroit où il s'agit de poser la... Et je suis un peu longue, je vais finir là-dessus, mais de poser la question de la responsabilité de l'écriture à habiter avec, à converser, moi j'aurais envie de dire à consentir aussi, à sentir avec les lieux qu'elle n'a peut-être jusque-là pas tellement habité en fait. Et que c'est aussi ça peut-être une des difficultés qu'on a aujourd'hui à écrire dans les positions qui sont les nôtres. En même temps, ils ne sont pas rares, les gens modestes qui écrivent. Et moi, je me dis, donc ce dont tu parles, c'est plutôt de la question de la publication, de la production de la valeur littéraire et tout ça. Parce qu'il y a presque un geste de plus à faire qui serait de ne pas s'étonner, par exemple, que l'agriculteur qu'a filmé Daniel parle aussi bien. De ne pas s'en étonner, de ne pas dire « ah, c'est dingue, il parle comme un livre et tout », mais il y en a plein. Des gens qui sont capables de poser un diagnostic sur leur métier, et pas seulement sur leur métier, sur le vôtre, sur la situation du monde, sur ce qui n'est pas la campagne. Donc là, il y a aussi, je trouve, un grand mensonge sur alors évidemment que tout le monde ne tenait pas son journal, etc., mais dans toutes les familles, il y avait... celui qui a écrit pendant la guerre, par exemple. Il y a des productions écrites qui sont souvent des productions d'une grande force de lucidité sur un état du monde. Enfin, je tire un peu dans l'autre sens parce qu'il y aurait un pas de plus, il me semble, à faire de ce côté-là. Je pense qu'en plus, l'écriture aussi, vous avez dans quelques interventions, vous avez proposé d'autres manières de représenter le monde agricole et l'agriculture, donc le film, même les notes de paysage que vous avez montrées, Alexis, avec les dessins, avec les petits word bubbles et tout ça. Enfin, c'était presque un BD. Donc, je me pose des questions aussi en termes de... merci Juliette d'avoir évoqué les limites de l'écriture. Mais aussi, je voulais poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas forcément remplacer l'écriture, mais qui pourrait compléter? Ou est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer
justement de la pratique matérielle de l'agriculture qui nous montre d'autres pistes de représentation, d'autres pistes de réflexion qui ne sont pas forcément liées aux paroles ou juste aux paroles écrites ou aux écrits. C'est une grande question et c'est pas... Bah, en tout cas, juste par rapport à l'écriture et pour rejoindre Marielle sur ce qu'elle disait, je pense que, alors, effectivement, moi cette année j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture entre femmes, avec des femmes de mon village. Et effectivement, toutes les femmes qui viennent ont des pratiques d'écriture et moi j'ai envie de mettre l'écriture à cet endroit qui permet de faire du lien, et encore une fois, je crois, de se fabriquer une culture commune, quoi, au sens de quelque chose qui nous permet de se rassembler, de fabriquer de la joie, des récits. Mais tout ça, je pense qu'il faut aussi quand même se redire que tout ça renvoie aussi à des enjeux matériels, évidemment, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, qu'est-ce qui finance, qu'est-ce qui permet d'avoir du temps de création, où est diffusée cette création, avec qui elle est partagée, etc. Et là aussi, on touche profondément à des enjeux d'habiter, puisque en fait, toute création ne se fait que dans un contexte, se fait avant tout dans un contexte donné. Et d'ailleurs, je me suis posé la question en écrivant Pecknote de qu'est-ce que ça fait d'écrire dans un territoire agro-industriel ? Est-ce que j'aurais écrit le même texte si je l'avais écrit, je sais pas moi, dans les montagnes de la Drôme ou vous voyez, dans un endroit beaucoup plus idyllique, quoi. Enfin, c'est sûr que j'aurais pas écrit le même texte. Et du coup, est-ce que ces récits, quelles que soient les formes qu'ils prennent, ont la capacité, c'est peut-être là aussi que ça peut rejoindre un geste paysan au sens de composter pour faire pousser autre chose, pour nourrir autre chose. Est-ce que ces récits ont la capacité à prendre soin finalement, à réparer, Et donc évidemment tout ça c'est à la fois très contextuel et à la fois très systémique puisqu'encore une fois ça pose des questions très directement matérielles, quoi. Mais justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur aussi la pluralité des écritures, parce que merci aussi d'avoir posé la question de l'écriture, c'est important dans une conversation agropoétique. Mais justement, j'ai été frappée dans certains des échanges que j'ai eus en amont, aussi par ces écritures qui accompagnent le travail sur le terrain, y compris le travail agricole ou autre. Et c'est notamment en échangeant avec Franck et avec Alexis de différentes façons. Je crois que Franck, toi, tu avais évoqué les écritures de Roger, il s'appelle ? Oui, une écriture très quotidienne. Et nous, on avait échangé aussi autour de ce que tu appelais une poétique de l'endurance. Non, c'est toi. Ah. C'est toi qui l'as fait ça. Parce qu'il y a le cerveau, vous parlez, mais en fait, le cerveau de Bronwyn est déjà à l'étape d'après. En fait. Donc ça, c'est fantastique. Et je sais pas, non, je lisais... J'avais entre les mains là, cet été la grosse biographie de Kafka. Ouais. Vous l'avez vu, de Rainer Stack. Et ça dit, il cite un petit morceau de Kafka, qui était noté dans son journal. Irresponsable de voyager et même de vivre sans prendre de notes. Moi, ça me suffit, moi. Enfin, voilà, elles n'ont pas à finir au rayon littérature de Super U à l'Oudéac. Si elles le terminent, ce sera tellement longtemps que... voilà. Donc, ça suffit, en tout cas pour moi. Après, ça permet aussi, oui, de réunir quelques verbatims. Enfin, il y a un rapport à la langue et au langage en agriculture. Les agriculteurs sont aujourd'hui beaucoup confrontés à la norme et à des formes aussi d'injonction environnementale, en fait, qui sont traduites dans une langue, une complexité complètement abracadabrante. Donc, on a des échanges très, très intéressants, très savoureux dans les réunions. Donc, l'animateur de l'association dit, voilà, bon, j'ai reçu l'appel à projet du conseil régional sur les infrastructures agroécologiques. Qu'est-ce qu'on fait ? On y répond. Bon. Dans la salle, dans l'assistance, c'est quoi une infrastructure agroécologique ? Une haie. Et voilà, et c'est direct. Et c'est des moments magnifiques. Ce sont des moments absolument magnifiques.
Et d'un coup, voilà, qui renvoie aussi, on se prend dans la figure complètement la manière dont l'écologisation, pour reprendre le terme que Léo Magnien a proposé, est fabriquée. Et qui est aussi le moteur de cette contestation, de ce qu'on lit en ce moment très très fort, qui alimente une rancœur féroce face au système d'administration de l'écologie qui a été fabriqué par nos institutions, par nous-mêmes, par nos... Voilà, on l'a fabriqué, on l'a dit, on l'a énoncé, tout ça, quoi. Est-ce qu'on saura le réénoncer avec cette espèce de dégringolade et d'esthétique du cut-up? Là, je te devance, Brenouine, quand même, pour dire qu'on peut à un moment aussi retrouver des formes sans être simpliste. En fait, on peut pas... Les termes que Franck a utilisés, mais voilà, comment un arbre élève d'autres arbres, mais moi, ça me suffit parfaitement, je pense, pour voir le processus écologique qui est à l'œuvre. Donc on laisse le processus écologique de côté, on le laisse pour les études d'écologie scientifique et tout ça. Mais moi, je peux... Voilà, le semis, la haie semée, c'est parfait avec ça. On va travailler 15 ans. Plus. Toute une vie, ouais, toute une vie. Et ça va fabriquer des infrastructures agroécologiques. On les passera en SIE, dans Télépac. En fait, ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est absolument pathétique. Là, les arbres, ça devient des MFR, matériel forestier, je ne sais plus trop quoi. Et c'est ça pour tout, c'est-à-dire qu'on vide de leur substance tout. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me raccroche aux branches que je peux. Pardon? Bon, j'ai des grosses mains, mais quand même. Oui, enfin, disons que et les branches qui me... moi, ce qu'il me faut, c'est de la simplicité. Et puis de l'humour. Et il se trouve que j'en ai beaucoup trouvé auprès de cette société paysanne dont on parlait, qui est en train de... Enfin, qui a disparu, on peut dire. Hein, il reste quelques mohicans par-ci, par-là. Et vraiment des gens qui alliaient une espèce de concision, précision, ce que tu dis. Et moi aussi, ça m'a énormément touché. Et même la poésie qui est poétique sans vouloir l'être. Il y a des noms de lieux, Charbon Blanc, Clopchat, que sais-je. Les variétés de pommes. Oh là là, mais c'est magnifique. Les poires de dame, enfin les pépins francs, magnifiques. Enfin bon, mais ça, et en fait, il suffit de prendre la liste des variétés. Il y en a plus de 3000 variétés de pommes en France, juste pour parler des pommes, plus tout le reste. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est ce genre de poésie qui ne se veut pas, enfin, qui l'est, là, comme l'histoire de M. Jourdain, là, c'est ça, qui faisait de la prose sans le savoir. Tu pourrais raconter, parce que moi, j'ai l'histoire en tête, l'histoire ce qu'il faisait Roger, d'accord. Laquelle, pardon? De son journal, de ses notes, de ses... Oui, alors c'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, mais par contre il fait ce que faisaient énormément de gens, c'est-à-dire de consigner le quotidien, la météo, les actions faites. Donc si on leur demande ce qu'ils faisaient le 12 mai 1972, bon, ben, c'est pas compliqué. Voilà, et ils savent le temps qu'il faisait, la température, à peu près le matin. Enfin, je sais pas, tu dois connaître ça par cœur. Et finalement, c'est que des choses extrêmement pratiques. C'est ce dont ils ont besoin. Les ventes, tant de vendus, un demi-lapin, un morceau de lard. Moi, j'ai comme ça quelques bribes. Mais disons que c'est pas forcément de ça. Mais enfin... non, mais je voudrais pas du tout faire un exercice de passisme, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'esprit comme ça qui rejoindrait ce que je crois entendre de ce besoin de commun et de faire des choses ensemble. En fait, il nous faut des prétextes. Alors ici, j'avais une petite proposition tout à l'heure. Je me disais, en fait, pour faire quelque chose de commun, c'est que c'est bien d'être assis, mais parler en marchant, comme faisaient plein de courants philosophiques, je crois, en Grèce antique, ça, et ben, ça peut être aussi très bien. Moi, je crois que ça me conviendrait. Disons que ça délie.
Ça délie beaucoup aussi la pensée. Et le fait de cheminer, là pour le coup, converser, moi ça m'intéresse beaucoup, converser, s'entretenir, parce que pour le coup, si on peut marcher, on peut se toucher quand on marche, je ne sais quoi. Et finalement, on s'entretient. Sans que... Je trouve que en tout cas, ça peut délier certaines formes de pensée et à laquelle j'appartiendrai plutôt. Taureau, il serait d'accord. C'est peut-être un bon moment pour ouvrir la conversation. S'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions à poser. Actuellement, il y a quand même une forme qui est encore dans la marge, mais qui prend de l'ampleur. C'est tous les jeunes, en fait, qui viennent vraiment pas du milieu agricole, justement, et qui réinvestissent principalement des terrains qui ne sont pas très chers, parce qu'il y a quand même un problème d'accès au foncier. Donc, un directeur de SAFER dans le Sud me disait qu'il avait 17 demandes pour une vente à faire. Donc ça veut dire qu'il y a un très très fort engouement. Et puis d'autre part, je pensais, par rapport à ce que tu disais, à une ferme briarde, un corps de ferme absolument immense, donc quasiment invendable, qui a été repris par Terre de Liens, qui est une foncière agricole, coopérative, et donc où plusieurs... alors, les propriétaires ont gardé une partie du corps de ferme comme habitation, et le reste, il y a eu l'implantation d'un céréalier, d'un verger, en fait, d'une femme qui a fait un verger, d'un boulanger. Enfin, ils sont plusieurs sur ce terrain-là, et aussi des maraîchers. Donc, c'est réinvesti par plusieurs, donc ça reforme un peu communauté. Et voilà, est-ce que ça peut soigner justement le manque de transmission entre les autres parents, enfants, grands-parents, enfin voilà, qui est cassé là. Et puis en même temps, est-ce que c'est une voie pour rétablir un peu des communs? Puisque là, Terre de Liens a la propriété du foncier et les agriculteurs ont l'usage. C'est dur. Je voudrais bien juste raconter un truc sur la question de la transmission, parce que... Ben oui. Moi, j'ai plusieurs amis d'enfance qui sont venus, qui ont décidé de reprendre les fermes de leurs parents, beaucoup de filles d'ailleurs, de femmes. Et récemment, dans une discussion, on se rappelait que des revendications de la JAC, de la jeunesse agricole catholique, c'était la décohabitation des générations. Parce que c'était vraiment une mesure d'émancipation, quoi. Et c'est quand même assez rigolo, du coup, que voilà, 1 à 2 générations plus tard, on en soit à désirer. Parce qu'en fait, donc, très souvent, ce qui se passe, c'est de fait une cohabitation. On vient reprendre la ferme et on habite ensemble dans différents bâtiments, mais sur le même corps de ferme. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on est aussi comment dire, je sais, j'ai un mot qui me vient qui est tributaire, qui est pas super, je trouve, mais en tout cas, on hérite aussi des tentatives de s'émanciper des générations d'avant et qui ont produit des choses avec lesquelles on compose, quoi. Et je voulais juste rapidement ajouter, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir, mais merci beaucoup d'avoir parlé de Terre de Liens, parce que justement, c'est une structure qui serait une piste vraiment intéressante pour repenser aussi comment est-ce que des gens essaient de se saisir de façon très concrète de ces problèmes de transmission, surtout de foncier, mais pas que, aussi d'installation. Et justement, c'est en partie en conversation avec quelqu'un de Terre de Liens que cette conversation s'est pensée. Donc c'est aussi pour ça que je voulais te remercier, parce qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle s'appelle Jade Jourdan. Et justement, elle devait être là et finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'était vraiment un peu aux prémices aussi de cette question, de cette tension entre transmission et invention et réinvention. Ça s'est aussi pensé en conversation avec elle. Donc c'est vrai, c'est en plein dedans. Que le problème justement de la terre, enfin, laisser que la terre reste vivante et même l'améliorer, c'était quelque chose
de trop important pour être laissé aux mains d'une seule personne, quoi. Il fallait que ça devienne collectif. Merci. Merci. C'est pas une question, c'était pour vous soumettre un mot, ça m'a frappé en vous écoutant à plusieurs reprises. C'est un mot qui vient de la géologie et qui vient des sciences du sol, qui est un peu vieilli, donc il n'est pas très utilisé. C'est celui qui veut décrire les éléments qui viennent de la roche-mère et qui migrent, qui se déplacent, typiquement par l'érosion, dans les sols, pour créer des sols. C'est aussi tout ce qui est migration au sein des horizons du sol. C'est aussi tout ce qui vient d'un bassin versant qui se retrouve à la rivière, le sable roulé, etc. Et ce mot, étonnamment, ça s'appelle les héritages. Vraiment, dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de dynamique, de permanent, qui construit le paysage, littéralement. Et c'est aussi une idée de discontinuité, quoi. Il peut y avoir, on peut articuler l'héritage, on a essayé de réfléchir dans la continuité, aussi comme une discontinuité, c'est ce une que migration. tu disais. Et voilà. Merci. Oui, les amis géologues, géomorphologues qui étudient la sédimentation, ils parlent aussi de, quand ils font un carottage, ils parlent d'archives aussi en carottant, quoi. Ils le lisent. Enfin, il y a une sémantisation une sémantisation du sédiment qui est très forte et qui nous aide beaucoup à relativiser aussi à relire l'évolution de nos environnements, quoi. Comment ils ont été façonnées. Bon, l'histoire environnementale fait ça aussi très bien maintenant. Je pense que ça va aussi, c'est des outils qui vont beaucoup aider à questionner ces héritages, en fait, à les réinscrire. Enfin, ces périodes très, très, très douloureuses là, dont vous avez beaucoup parlé, qui concernent quelques générations, finalement entre 1850 et maintenant, quoi, on va dire. Enfin, voilà, ces techniques permettent aussi de revoir ça, de voir différemment des flux, et peut-être que justement c'est commun, tout ça, ce qui va se réinventer, se fera peut-être pas uniquement autour du foncier, parce que ça va très lentement. Le Terre de Liens, c'est magnifique, mais ça va trop lentement, en fait. Ça fait pas assez de ferme. Enfin, je veux dire, on est fichu, quoi. Si on fait que ça, c'est trop lent, trop lent. C'est affreux, c'est affreux, mais il faut tous les moyens. Et pourquoi je parlais de ça ? Et pas que le foncier, c'est-à-dire apprendre. Je sais pas encore comment ça va se traduire, mais apprendre en effet à voir plutôt les flux qui traversent le paysage, en fait. L'eau typiquement, quoi, qui ne fait que passer, qui charrie ses sédiments, qui charrie les polluants, qui charrie plein de choses, qui charrie des signatures génétiques. Ça, il y a plein de sciences qui nous aident maintenant, en effet, à réinterpréter complètement ce qui nous paraissait figé dans un paysage pittoresque, un peu standardisé, un peu hérité. On découvre que c'est d'une complexité dingue, complètement folle. Alors évidemment, les histoires de zones critiques, là, ce que fait Jérôme Gaillardet, ça nous aide énormément là-dedans, par exemple, avec tous les gens qui réfléchissent aux interactions entre le ciel, le sous-sol et tous ces flux qui transitent. Ça inquiète complètement le paysage un peu fixe qu'on croyait habiter. Et puis ce paysage devient actif lui-même. Enfin voilà, il devient le meilleur des pesticides en quelque sorte, se fabrique par le paysage, par les infrastructures agroécologiques, parce que ça picore, parce que ça interagit, parce que ça vient aider à la pollinisation. Donc ce qui était une image devient en fait un principe actif, quoi. Ça c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. C'est difficile à... Il y avait une agricultrice hier qui était en train d'apprendre un peu tout cet aspect d'écologie du paysage. Je dis, encore un nouveau truc qu'il faut qu'on apprenne. On n'avait pas terminé là avec le reste, et voilà, on est obligé de réfléchir sur le fonctionnement du carabe, le principe des oiseaux, des interactions. Bon, moi je pense qu'ils vont réussir.
Pas tout de suite, mais ils vont réussir. Mais c'est intéressant parce que ce mouvement que vous avez décrit, ça m'a rappelé un peu dans le bout de film que vous nous avez montré. On était là avec le discours de l'agriculteur ou quelque chose. Et là, on a commencé, l'image a commencé à s'ouvrir et à se déplacer. Oui. Et on a commencé à voir l'eau qui traversait. Oui. Tout à fait, oui. C'était un peu le commentaire muet, c'est le monde muet qui s'exprimait en fait. Et donc c'est vrai que du coup l'expression du monde muet rejoint ce qui vient d'être dit là, de manière absolument magnifique. Donc nos réflexions peuvent se croiser comme les arbres, les frênes. D'autres questions ou mots à nous offrir? Alors moi, c'est peut-être pas une question, c'est plus une réflexion. Je m'inscris dans l'héritage qui a été énoncé très personnel, vous avez énoncé très personnellement, puisque j'ai grandi dans une ferme, j'en suis au même moment de ma vie, la ferme va être vendue, ça fait 6 générations qu'on était là. Donc c'est à la fois désagréable et à la fois aussi une source d'émancipation, c'est très mélangé. Et depuis plus de 20 ans maintenant, puisque j'étais en 4e, je vis dans cet inconfort-là que je ne comprenais pas à l'époque, mais qui était que mes camarades ne croyaient pas que mon père était paysan parce que j'étais bonne à l'école et que j'étais bien habillée. Et ça dit énormément en fait. Et belle. Et donc c'est quelque chose qui me cisaille parce que je pense que ça dit à peu près tout. Et à ce moment-là aussi, tout était joué pour nous, quasiment. C'est-à-dire moi dans ma trajectoire, qui allait m'amener en ville et dans des études supérieures, et eux dans la reprise de la ferme de leur père, qui sont des agricultures conventionnelles, dont j'imagine extrêmement endettés, et je ne vois pas comment ils ont pu être ce qu'ils sont différemment de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça me fait penser à ce que vous dites sur l'eau. En ce moment, j'étudie ça sur les territoires, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle massivement irriguée, c'est des infrastructures massives qui ont été financées. Je ne sais pas comment ils peuvent sortir de cette idée-là. Enfin, je sais qu'il y a tout ce qui se passe avec les RD, tout ça qui est fabuleux. Mais concrètement, quand on revient à des questions de classe sociale sur les territoires ruraux, moi je suis toujours très... alors même que je participe au récit qu'on est en train de faire aujourd'hui, je suis toujours dans cet inconfort-là en 4e que je ne saisissais pas encore, mais depuis le travail. C'est-à-dire, je vois bien qu'il y a des choses qui se sont jouées, qui nous dépassent, nous qui étions sur les territoires. Je vois bien qu'il y a un risque énorme d'une contre-productivité de ces récits-là, d'un point de vue politique aujourd'hui, qui viendrait écraser, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec l'idée de paysan qui viendrait écraser l'exploitant. Enfin, voilà, je suis dans cet inconfort, je n'ai pas vraiment de questions, mais je ne sais pas quoi en faire. Et comme ça a été bien dit aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être le moment de partager avec vous cet inconfort-là et quoi en faire, en fait. Que dit le psychanalyste? J'ai du mal avec le psychanalyste. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de la toute petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure là au début de mon texte qui s'est vraiment passée dans cette réunion où est-ce que c'est pas aussi une histoire de où est-ce qu'on est positionné dans les rouages de la production en fait et que moi je me souviens que pour le lancement du livre d'Aurélie à Paris, Mon corps de ferme, à la fin de la discussion, il y a eu une longue discussion, à la fin de la discussion il y a quelqu'un qui a dit je sais pas si tu te souviens de ça, quelqu'un qui a dit mais quand même vos parents ils doivent bien sentir là que finalement, ce qu'ils font, c'est complètement... c'est archaïque, quoi. Enfin, aujourd'hui, tout le monde veut faire du bio, tout le monde a compris qu'il fallait prendre soin de l'environnement, etc. Vos parents, ils doivent la sentir, cette pression-là. Tu te souviens pas de cette question? Moi, cette question m'avait fait bondir, quoi. Parce que venant de la campagne de laquelle je viens, qui ressemble beaucoup à celle de laquelle tu viens, qui est une campagne agro-industrielle sur laquelle repose quand même une grande partie de notre production alimentaire aujourd'hui, on sait bien que cette forme de production non seulement n'est pas un contre-courant, enfin n'est pas archaïque ou désuète, mais surtout qu'elle bénéficie à l'ensemble de la société. Et ça, pour le coup, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a une compréhension, on comprend très bien ce qu'est la société depuis cet endroit qui est construit comme une marge, qui est construit comme un non-lieu et précisément à des fins extractives. Et ça, pour le coup, moi, quand je suis dans cette campagne où
Concrètement où j'habite, c'est des champs à perte de vue, c'est des éoliennes, du photovoltaïque, des autoroutes pour transporter par camion ce qu'on produit, etc. J'ai des moments de colère, en tout cas, vis-à-vis des discours alternatifs ou de ce qui voudrait constituer une forme de contrepoint lumineux, pour reprendre, parce que c'est difficile à percevoir, en fait. Et par contre, ce qui est très perceptible, c'est l'inconscience de la société qui bénéficie de ce mode de production. Est-ce qu'il y a une petite question pour finir, parce qu'on va bientôt pouvoir converser en mangeant, peut-être pas en marchant, mais en mangeant, et en marchant si on veut. Ouais. C'est pas facile de faire revenir à chaque fois l'attention sur ces 2-3 générations sacrifiées, en fait. Non ? Il faut toujours un effort pour... Alors oui, il y a Terre de Liens, mais parlons... Est-ce qu'on arrive à parler et pas juste 5 minutes et qu'est-ce qu'on va en faire ? Enfin, je sais pas. Il y a... Le mutisme d'Aurélie m'interroge. Non, mais ce que vous venez de dire, tout me parle. Mais en fait, en tout cas, j'ai aucune réponse à apporter. Rappelez-vous, je suis toujours à la recherche de l'agro-poétique. Mais donc, à part des petits tours de passe-passe comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, je vois très bien ce truc aussi, moi, depuis très jeune. On ne me croyait pas. Il y avait ce truc comme ça d'être à part, qui se joue pour le coup aussi au sein de ma famille. C'est-à-dire qu'il y avait un truc d'étrangeté de départ. Et je me reconnais aussi dans ce que tu dis sur... en fait, on n'est pas nécessairement aussi... après, c'est le temps long, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... on n'est pas nécessairement entendu par les milieux dans lesquels on est né. Et en plus, comme on voit très bien de ce qui se joue et qu'on a nous-mêmes subi la violence symbolique en fonction de nos divers chemins, et c'est pour ça cette super précaution, parce qu'on redoute en fait d'ajouter de la violence à la violence. Et peut-être ce que je me disais en vous écoutant toutes les deux sur la rage et la honte. Et Alexis nous toutes les deux. Non, c'était la honte, c'était... C'est histoire de... J'essaye. La honte et la rage de qui voudra dans cette salle. Non, je trouvais que c'était c'est les meilleurs moteurs d'écriture. Et moi, je suis plutôt pour la trahison. Je suis plutôt pour la continuité, l'héritage. Je trouve ça lourdingue, en fait. J'ai hâte d'écrire sur autre chose. Et si je peux... Et je me disais que l'écriture, c'était aussi la mémoire et que je nous trouvais tous assez, finalement, loyaux vis-à-vis de cette filiation qui n'était pas toujours tendre avec nous. Donc voilà, je me dis tout ça. Je me dis que j'aimerais bien me balader dans le Perche. Je me dis que j'ai envie de lire le livre de Daniel. Je me dis qu'il y a énormément de choses et du coup, je ne sais même pas par quel bout... il y a presque trop de choses pour vraiment répondre... c'est presque trop dense depuis tout à l'heure pour que j'ai l'impression que tirer un fil, en fait à chaque fois que je tire un fil il y a 30 pelotes, donc c'est pour ça que je savais pas quoi dire. Voilà. C'est peut-être une bonne conclusion. Oui. Justement pour donner la suite à les conversations qu'on peut avoir en eau. Oui. Et peut-être juste pour finir, on a quelques remerciements à faire et après, c'est promis, on va aller boire et manger. Mais peut-être que si tu veux commencer par... Oui, donc on veut remercier l'Université de Yale et tout particulièrement le programme des Environmental Humanities, donc des humanités environnementales. Oui, on veut aussi remercier l'École des hautes études en sciences sociales
Et aussi le CRAL, bien sûr, le Centre de recherche sur les arts et le langage, tout particulièrement sa directrice Stéphane Samoyo pour son soutien, Marion Dupuis pour la communication, Adeline Lofel et Huguette Bazabana pour l'accompagnement administratif, Momoko Seto et Pamela Azerpan pour la vidéo, Thomas Debeny pour le son. Merci aussi à Marion Grange, qui est aussi au CRAL, pour ses relectures fines. Merci à Aude Carlton pour l'image de l'affiche. Elle est aussi la photographe qui a pris les images qui sont affichées derrière, qui ont été photographiées dans le petit verger au sud de Paris, qui a été fondé par Carol Williamson et Marianne Frisch, ici présente, qui est le terrain de ma thèse. Merci aussi à Delphine Dumoras d'avoir apporté les livres des participants depuis le Niort, et je vous invite vivement à les consulter à la fin. Et on voulait les mettre en vente en fait, mais on ne pouvait pas, c'était trop compliqué d'un point de vue administratif à l'université. Mais il y a une fiche où on peut s'inscrire pour les commander si on veut. Et les livres vous seraient livrés. Ça, on a le droit de le faire, j'ai vérifié. Et donc, vous pouvez aussi vous inscrire si vous voulez commander un de ces livres. Et un grand merci aussi à Marianne Massé pour à vous tous, évidemment, pour votre participation, mais aussi à Marianne Massé, qui est par ailleurs ma directrice de thèse, pour ses conseils pour le projet et aussi pour la programmation. Et enfin, j'ai presque fini. Un grand merci à Marianne Frisch et à Faire Argile pour le prêt des tasses, dont vous prenez soin normalement. Et aussi pour les tulipes qui étaient là. Je voulais mettre des fleurs, mais j'avais peur des allergies. Et je ne voulais pas mettre des fleurs en pétrole. Du coup, c'est des fleurs en argile. Voilà. Et un très, très grand merci à Carol Williamson pour le pain qu'on va manger, pour le pesto à l'ail des ours et pour toute son aide avec la préparation. Merci vraiment à vous tous d'être venus et à tout le monde. Merci à